Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour un cours de révision sur les sujets de type bac et on est à notre quatrième séance. Donc ici, on aura à traiter trois exercices. Un exercice sur les nombres complexes associés aux suites numériques et un exercice sur les statistiques. Et à la fin, un troisième exercice sur un problème de fonction exponentielle. Donc, voici les exercices. Et j'espère que vous l'avez déjà préparé, hein? J'espère que vous l'avez déjà préparé. Donc, c'est là. Donc, dites-moi dans les commentaires, préférez qu'on commence quel exercice, soit le problème, vous voyez bien le problème ici, soit l'exercice sur les statistiques ou bien sur les suites numériques qu'on avait partagées. Oui, maintenant, est-ce que écrivez dans les commentaires pour que je puisse voir ce que vous proposez. On va démarrer avec un résumé pour l'exercice 1, un petit rappel. Donc ici, pour l'exercice 1, ce qu'il faut connaître, donc, c'est quoi une suite, comment déterminer la nature donc d'une suite. Donc, vous avez ici, vous avez soit une suite arithmétique ou bien une suite géométrique. Donc ici, on vous propose trois exercices. Un exercice de suite numérique associé donc au nombre complexe. Un exercice de statistique à deux variables, série double, et un exercice de problème. Donc, c'est à vous de décider sur quel exercice qu'on doit commencer. Soit on commence avec le problème, soit avec l'exercice 2 ou bien avec l'exercice 1. C'est à vous de, de choisir. Si vous décidez donc qu'on commence avec l'exercice 1, on va commencer d'abord toujours avec un petit rappel. Donc, écrivez ça dans les commentaires pour voir. Écrivez, on commence par quel exercice? Le problème, exercice 1, exercice 1. Le problème, exercice 1, exercice 1. Le problème, exercice 1, exercice 1. Donc, on va commencer avec l'exercice 1. Alors, sur du problème. On traite l'exercice 1 après le problème. Merci. Très bien. Donc, on y va alors. Avec l'exercice 1. Maintenant, comme rappel, je dois vous rappeler, donc, c'est quoi une suite géométrique? Parce qu'ici, on a un exercice qui parle donc sur les suites géométriques et l'expression du terme général d'une suite géométrique, comment dire, est l'expression de la somme des termes d'une suite géométrique. Ce qu'il faut savoir pour l'exercice 1. Donc, quand est-ce qu'une suite UN, par exemple, est géométrique? Donc, ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une suite UN est une suite géométrique. UN est une suite géométrique si et seulement si. Donc, le quotient UN plus 1 divisé par UN donne une constante différente de 0 et 1. On voit, si la raison est égale à 1, on se trouve avec une suite constante. Donc ici, lorsqu'on trouve un réel différent de 0 et 1, on va dire alors que la suite est géométrique. Donc lorsqu'on vous demande de montrer qu'une suite est géométrique, calculez le rapport UN plus 1 sur UN. Ça dépendra donc de la notation de la suite. On peut vous donner donc une suite VN, ZN, PN, en tout cas, faites le rapport. Si vous trouvez un réel, cela prouve que c'est une suite géométrique. Donc, autre chose que vous devrez savoir pour une suite géométrique, c'est comment exprimer le terme général en fonction de n. Le terme général en fonction de n. Maintenant, le terme général d'une suite géométrique est donné. Bon, le terme général, c'est UN. UN. Donc, ici, le terme général, on va exprimer ici une suite UN, soit UN, une suite géométrique de raisons. Vous aurez besoin de raisons U et de premier terme et de premier terme UP et de premier terme UP. U indice P. P désigne l'indice du premier terme.
Le premier terme peut être U0, U1, U2. Ça dépendra. Maintenant, lorsqu'on veut trouver UN en fonction de N, qu'est-ce qu'on doit dire? UN égale UP plus N moins P. Facteur, je me suis trompé, ça, c'est pour une suite arithmétique. UP facteur de Q à la puissance N moins P. Vous voyez bien. Maintenant, regardez ici. Si P, par exemple, est égal à 0, dans ce cas, on va se retrouver avec UN égale, on remplace tout simplement P par 0. UN égale U0. Dans ce cas, le premier terme va être U0. Q à la puissance N moins 0, c'est Q à la puissance N. Vous voyez bien. Maintenant, si P est égal à 1, on aura dans ce cas UN égale U1, Q à la puissance N moins 1, etc., etc. C'est-à-dire, lorsque P est égal à 5, UN égale U5, Q à la puissance N moins 5. Donc, c'est ça. D'autres choses qu'il faut savoir, c'est la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Comment exprimer la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique? Somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Comme d'habitude, soit la suite UN, une suite géométrique de raison Q, comme d'habitude, et de premier terme et de premier terme UP. Dans ce cas, lorsqu'on veut exprimer Sn qui est égal à UP, le premier terme, plus etc. jusqu'à UN. Donc ici, le premier terme, l'indice du premier terme, c'est P, l'indice du dernier terme, c'est N. Donc lorsqu'on veut exprimer cette somme, on doit mettre Sn égale le premier terme UP, qu'on doit multiplier par 1 moins Q à la puissance nombre de termes. Ici, le nombre de termes est calculé comme ça. N moins P plus 1. Donc, je prends tout simplement l'indice du dernier terme moins l'indice du premier terme plus 1. C'est comme ça qu'on calcule le nombre de termes. Qu'on doit diviser par 1 moins la raison. Donc, comme d'habitude, si P égale 0, dans ce cas, la somme Sn devient U0 facteur de 1 moins Q à la puissance N plus 1. Le tout divisé par 1 moins Q. Si P égale à 1, Sn devient U1 facteur de 1 moins Q à la puissance N moins 1, à la puissance N moins 1 plus 1 égale à N divisé par 1 moins Q. Donc, vous voyez bien. Donc, c'est ça, c'est ce qu'il faut connaître, savoir pour une suite, pour une suite géométrique. Pour une suite géométrique. Et maintenant, la convergence, la convergence d'une suite géométrique. La convergence d'une suite géométrique, si vous avez UN égale à UP, Q à la puissance N moins P, donc ceci, pour étudier la convergence de la suite, on calcule la limite lorsque n tend vers plus infini. Lorsque vous avez une suite définie par sa forme explicite, pour étudier la convergence, on calcule la limite lorsque n tend vers plus infini. La forme explicite veut dire quoi? On exprime UN, l'un de ces termes généraux, en fonction de n. C'est ça la forme explicite. Donc, ceci égale 0 lorsque la raison est comprise entre moins 1 et 1. Ceci est égal à plus infini, égal à plus ou moins infini, ça dépendra du premier terme. Lorsque Q est plus grand que 1. Donc, vous voyez bien, lorsqu'on trouve 0, alors elle converge. Ici, UN, la suite UN, converge. Lorsqu'on trouve infini, ici UN, ne converge pas. Donc, c'est comme ça qu'on étudie la convergence d'une suite. Maintenant, rapidement, on va commencer à traiter l'exercice 1. Ici, pour l'exercice 1, je vais traiter tout l'exercice. Après, vous aurez votre temps de poser donc des questions. Donc, l'exercice 1, z de 0 égale
0 et Zn égale I. Zn plus 1 égale 1 moins A, facteur de Zn, moins 1, facteur de Zn, plus A, facteur de Zn moins 1. Donc, on donne une suite définie, une suite Zn définie comme ça. Ça, c'est la suite Zn définie de manière, de manière récurrente. Donc, ici, avec A, qui est égal à moins 1 moins I. C'est ça la valeur de A. Maintenant, regardez la première question, on demande de calculer Z2 et Z3. Déterminer Z2 et Z3 sous forme algébrique. Tellement facile, puisqu'on a ici la suite. Pour trouver Z2, par exemple, ici, lorsqu'on a Zn plus 1, l'indice n plus 1, pour avoir l'indice 2, il faut remplacer ce n-là par 1. Comme ça, 1 plus 1 donnera 2. On aura directement ici Z2. Donc, pour trouver Z2, je dois remplacer tous les n par 1. Donc, ici, déterminons Z2 et Z3. Dans ce cas, Z2 doit être égal à quoi? En remplaçant les n par 1, vous aurez ici 1 moins A, Z1, je remplace n par 1. Et là, en remplaçant n par 1 pour l'autre affixe, vous aurez 1 moins 1, c'est 0. Donc, vous aurez A, Z0. Maintenant, on demande la forme algébrique. Je remplace A étant égal à moins 1 moins I, ce qui devient 1 plus I. Z1, on l'a déjà donné, Z1 c'est I, facteur de I. Plus A qui est égal à moins 1 moins I, Z0 qui est égal à 0. Et maintenant, tout calcul donne Z2 égale, là vous avez 2 fois I qui donne 2I, et là c'est moins 1. Dans ce cas, Z2 égale moins 1 plus 2I. Ce qu'on trouve, c'est Z1 plus 2I. C'est ça. Résultat de la forme algébrique de Z2. Maintenant, pour Z3, pour trouver Z3 ici, là, vous avez indice n plus 1. Pour trouver indice 3, je dois remplacer ce n par 2. Avoir 2 plus 1 donne 3. Dans ce cas, comme je dois remplacer n par 2, je remplace aussi l'autre n, les autres n par 2. Dans ce cas, j'aurai Z3. Dans ce cas, j'aurai Z3. Maintenant, on continue. Z3 égale, je remplace les n par 2. Ici, j'aurai 1 moins A, Z2, plus A, Z2 moins 1, c'est 1, Z1. Maintenant, je remplace par leur valeur. A qui est toujours égal à moins 1 moins I, ce qui devient, c'est moins 1 plus 2I. Et là, je remplace A par toujours moins 1 moins I, facteur de Z1 qui est égal à I. Et donc, on va essayer de développer maintenant. Lorsqu'on développe ici, c'est 2 plus I, hein, facteur de moins 1 plus 2I. Là, je peux calculer directement moins I plus 1. Donc ici, lorsqu'on développe encore, 2 fois moins 1, c'est moins 2. 2 fois 2i, c'est plus 4i, moins i, moins 2, moins i, plus 1. Donc, ce qui donne finalement Z3 égale, donc la partie réelle ici, moins 2, c'est moins 4, plus 1, moins 3. C'est moins 3. Et la partie imaginaire, 4i moins i, c'est 3i. Et 3i moins i, c'est 2, plus 2i. Donc, voici Z3. Donc, c'est ça. Et la question la question de petit a, ici, on nous donne une autre suite. On définit la suite petit 2. On définit UN et la suite définie par UN définie par 2 points. UN égale Zn plus 1 moins Zn. Donc, vous voyez bien.
Et Zn plus 1 moins Zn, Un égale Zn plus 1 moins Zn. La question petit a, on nous demande de démontrer que, montrons que Un est une suite géométrique. C'est ça qu'on nous demande de montrer. Bon, avant ça, on demande de déterminer. C'est déterminer U0, U1 sous forme algébrique. Déterminons U0 et U1 sous forme algébrique. On demande de déterminer ça. D'accord. Maintenant, UN qui est égal à Zn plus 1 moins Zn. Pour calculer U0, pour avoir U0, je remplace directement N par 0. Donc, en remplaçant N par 0, vous aurez U0 égale, là, en remplaçant par 0, vous aurez Z1 ici, moins Z0. Et U0 serait Z1 qui est égal à I moins Z0 qui est égal à 0. Ce qui fait que U0 égale à I. Donc ici, U0 égale à I. C'est ça la forme algébrique de U0. On calcule encore U, comment dirais-je, U1. Maintenant, pour trouver U1, encore une fois, je remplace les N par 1. C'est facile. Donc, ce qui fait ici Z2 moins Z1. Dans ce cas, U1, Z2 déjà trouvé. Z2, on avait quelle valeur? C'était moins 1 plus 2i. Moins 1 plus 2i. Moins Z2. 1, Z1 qui est égal à i. Et finalement, on trouve U1. On trouve U1 égale moins 1 plus i. U1 est égal à moins 1 plus i. C'est ça. Le petit b démontrait que, petit b, démontrons que UN est une suite géométrique. Maintenant, d'après la leçon que j'ai résumée ici, pour montrer qu'une suite est géométrique, il faut calculer le quotient UN plus 1 divisé par UN. Lorsqu'on trouve une constante, cela prouve que c'est une suite géométrique. C'est ce qu'il faut faire toujours. Bon, UN plus 1, d'abord UN, c'est à part de l'expression de UN qu'on doit calculer N plus 1. UN, c'était directement Zn plus 1 moins Zn. Et là, pour calculer N plus 1, je dois remplacer les N par N plus 1 pour chaque N. Que les N par N plus 1. Ce N-là, en remplaçant par N plus 1, ça me fera N plus 2. N plus 2. Moins Zn, je remplace toujours le N par N plus 1 pour avoir Zn plus 1. Maintenant, après avoir calculé N plus 1, il faut toujours remplacer. On remplace toujours. Je remplace l'expression de Zn plus 2. Je remplace aussi l'expression de Zn plus 1. On va essayer de remplacer toujours. Donc ici, avec Zn plus 2, ici, bon, on n'avait pas l'expression de Zn plus 2, mais on peut trouver l'expression à partir de la suite définie par sa forme récurrente. Maintenant, ici, Zn plus 1 égale 1 moins A, Zn, etc. Je sais que pour Zn plus 1, ce n'est pas un problème. Je remplace par tout ça. Pour Zn plus 1. Vous voyez bien. Et dans ce cas, pour Zn plus 2, il va falloir trouver son expression. On trouve l'expression de Zn plus 2. Donc ici, Zn plus 2, pour calculer Zn plus 2, je dois remplacer les n par n plus 2. Donc normalement, Zn plus 2, je dois remplacer les n par n plus 1. Hein? Zn plus 2 devrait être égal à 1 moins A Zn plus 1 moins A Zn. Pourquoi? Parce que je dois remplacer les n par n plus 1. Pour avoir n plus 2 ici, il me faut n plus 1 plus 1. Donc les n par n plus 1. Là, ça en fera que n ici, n plus 1. Donc c'est ça.
Donc, je reviens pour calculer directement. Donc, n plus 1 serait, dans ce cas, je remplace maintenant l'expression qui est là par ça. C'est 1 moins A Zn plus 1 moins A Zn moins Zn plus 1. D'habitude, il faut avoir les mêmes termes pour les deux suites. Parce que je veux faire quoi? Le rapport de un plus 1 sur un. Pour faire le rapport, il faut essayer d'avoir les mêmes termes. Par exemple, pour un plus 1, tu as le terme Zn plus 1 et Zn. Je dois faire le tout pour avoir ces mêmes termes pour un plus 1. Pour un plus 1. Vu que ici, j'avais Zn plus 2, or pour un, je n'avais pas Zn plus 2. Donc, je dois seulement exprimer Zn plus 2. Je dois exprimer Zn plus 2. Comme ça, j'ai ici le terme Zn plus 1 et Zn comme un. Ça me suffit. Maintenant, je vais seulement essayer d'arranger l'expression, réduire, essayer de factoriser. Par exemple, pour 1 moins A Zn plus 1 moins Zn plus 1. Je peux factoriser par Zn plus 1 pour avoir 1 moins A moins 1 encore Zn plus 1. J'ai regroupé les Zn plus 1. Et qu'est-ce qui va rester ici? Zn. Donc là, vous aurez finalement moins A Zn plus 1 moins A Zn. Donc c'est ça. Bon, ici, je me suis trompé, c'est plus 1. Ça, c'est plus. Plus A Zn. Donc voici l'expression de un plus 1. Moi, ce que je dois faire, c'est calculer le rapport un plus 1 sur un. Donc, j'ai déjà trouvé l'expression de un plus 1 et qu'on a les mêmes termes. Terme Zn plus 1, Zn. Pour un aussi, j'ai le terme Zn plus 1, Zn. On ne peut pas l'essayer comme ça pour pouvoir simplifier. Il faut avoir les mêmes termes pour pouvoir simplifier. Donc, je calcule maintenant. Calculons le rapport un plus 1 divisé par un pour voir ce que ça va donner. Maintenant, un plus 1 divisé par un égale, je prends l'expression de un plus 1, Zn plus 1 plus AZN divisé par l'expression de un, l'expression de un qui est égale à Zn plus 1 moins Zn. On doit espérer simplifier. Donc ici, on voit bien que pour simplifier, je factorise pour le numérateur par moins A. En factorisant par moins A, vous aurez Zn plus 1 moins Zn qui doit donner, donc divisé par Zn plus 1 moins Zn. Et finalement, en simplifiant les Zn plus 1 moins Zn, on se retrouve avec un plus 1 divisé par un égale moins A, qui est une constante. Alors, un est une suite géométrique et on précise en même temps les caractéristiques. La raison est le premier terme et une suite géométrique de raisons. Donc ici, c'est ce qu'on a trouvé. Hein. De raisons. Q égale A moins A. De raison Q égale A moins A. Et de premier terme qu'on avait déjà calculé. Le premier terme, normalement, devrait être U0 parce qu'ici, c'est dans l'ensemble N. La première valeur de l'ensemble N, c'est 0. Le premier terme, U0 qui est égal à, on l'avait déjà calculé quelque part, U0 qui est égal à, bon, c'est là, U0 qui est égal à I. U0 qui est égal à I. C'est ça. Donc, c'est ça. On continue avec. Donc, vous aurez le temps de poser des questions. Hein. Attendez, je dois traiter tout l'exercice. Comme ça, on gagnera beaucoup de temps. Après, je vais sélectionner quelques élèves pour répondre à certaines questions. Maintenant, pour le petit c, exprimer un en fonction de n. Petit c, ça aussi, j'ai déjà résumé ça. Exprimons un, qui est le terme général un, en fonction
de n. Donc, je vous renvoie ici encore une fois dans le cours. Je vous renvoie ici. Donc, pour exprimer le terme général en fonction de n, c'est là, c'est UP, UP étant le premier terme, Q à la puissance n moins P, la différence des deux indices. Donc, on doit utiliser cette formule pour exprimer UN en fonction de n. Donc, ce qu'on va faire, donc dans ce cas, UN qui devrait être égal à UP, Q à la puissance n moins P. C'est ça la formule, hein? Ce que j'ai expliqué tout à l'heure pendant le résumé. Et ici, notre UP, c'est en fait le premier terme, c'est U0. Et notre Q, c'est la raison qu'on vient de trouver, c'est moins A. Donc, vous voyez bien. Dans ce cas, on va dire que UN est tout simplement égal à U0, Q à la puissance, Q à la puissance n-0, n-p, hein, et ce qui va donner U0, UN égale U0, on l'a trouvé, c'est I moins A, c'est Q égale à moins A à la puissance n. Donc, on demande d'exprimer ça en fonction de n. C'est fait. Exprimer en fonction de n et a, on l'a exprimé en fonction de n et a. C'est ça. Très bien. On continue rapidement avec la question petit 3. On nous demande de trouver la somme, trouvons la somme des termes constitutifs d'une suite arithmétique géométrique. Et je l'ai aussi expliqué, plus U1, etc. jusqu'à plus UN-1. Regardez la somme, je l'ai déjà expliqué encore une fois. Vous pouvez faire des captures, hein. Donc, si vous avez UP jusqu'à UN, attention, si on s'est arrêté à UN, pour trouver ça, le nombre de termes, je dois prendre toujours le nombre de termes et donner toujours comme ça. Le nombre de termes. Nombre de termes. C'est toujours l'indice du dernier terme moins l'indice du premier terme plus 1. En réalité, ça représente le nombre de termes. Nombre de termes, hein? Ça représente le nombre de termes. Donc, vous voyez bien. Donc, je prends l'indice. C'est parce que ici, l'indice du dernier terme, c'est n, moins l'indice du premier terme plus 1. Si on avait ici, par exemple, n plus 5 comme indice, n plus 5, le nombre de termes serait quoi? N plus 5 moins p plus 1. On prend toujours l'indice du dernier terme moins l'indice du premier terme plus 1. Et là, l'indice du dernier terme, c'est n moins 1. L'indice du dernier terme, c'est n moins 1. Dans ce cas, pour trouver Sn, je prends ici le premier terme, comme on l'a appliqué la formule, 1 moins la raison à la puissance nombre de termes. Nombre de termes, c'est cet indice-là, moins cet indice-là, et on ajoute 1. Donc, ici, l'indice du dernier terme, c'est n moins 1, moins l'indice du premier terme, 0, et on ajoute 1. Divisé par 1 moins la raison. Là, on remplace maintenant U0. U0 est égal à, bon, ici, on va essayer de simplifier d'abord. 1 moins Q à la puissance, tout ça égale N sur 1 moins Q1. Et U0, c'est I, facteur de 1 moins A, 1 moins A, parce que la raison Q, c'est moins A. Il ne faut pas faire l'erreur de développer, lorsqu'on a à la puissance N, de développer le moins ou bien développer le nombre qu'on a ici. On ne peut pas faire entrer le signe moins parce qu'il y a exposant N. On laisse comme ça sur 1 moins A. Attention, ici, il n'y a pas d'exposant N. Je peux faire le plus des signes pour avoir plus A. Donc ici, ce qui fait, euh, bon, on n'a pas encore demandé d'exprimer la somme, hein. On a donné seulement l'information, donc c'est pas grave, on laisse comme ça pour l'instant. Maintenant, ici, exprimer Sn en fonction de Z. Ah oui, exprimons Sn en fonction de Z. Exprimons Sn en fonction de Z. J'ai anticipé la question. Petit, j'ai exprimé la question. Maintenant, exprimer Sn en fonction de
Zn hein, en fonction de Zn. Cette fois, on ne doit pas appliquer la formule. On demande d'exprimer Sn en fonction de Zn. On va essayer de passer par une autre chemin pour trouver Zn. Vous voyez bien. Donc, en faisant seulement des remarques ici, Sn, Sn qui est égal à U0 plus U1 plus U2 plus etc. Cette même logique jusqu'à UN moins 1. On va essayer de remplacer, par exemple, puisque UN égale à Zn plus 1 moins Zn. Vous voyez bien, c'est ce qu'on a donné. UN plus 1, c'est Zn plus 1 moins Zn. Puisqu'on ne peut pas appliquer la formule, on demande d'exprimer en fonction de Zn. Moi, je vais essayer de remplacer ces termes-là pour voir. On va essayer de remplacer chaque terme. U0, je remplace partie de cette expression. Exemple ici, U0. Si je dois trouver ici U0, ça doit être Z1 moins Z0. U1 doit être Z2 moins Z1, etc. jusqu'à UN qui doit être égal à Zn plus 1 moins Zn. Je remplace successivement les valeurs des termes. Sn égale. Dans ce cas, je remplace U0 par Z1 moins Z0 plus en remplaçant U. Donc, il faut bien comprendre cela. Hein. C'est remplacer ça par ça. Et donc, je dois remplacer encore U1. U1 qui doit être égal à Z2 moins Z1 plus U2 qui doit être égal à Z3 moins Z2 plus etc. jusqu'à UN qui doit être égal à Zn plus 1 moins Zn. Maintenant, en remarquant bien, ici, la somme de tous ces termes-là, on peut simplifier, par exemple, Z1 moins Z1, Z2 moins Z2. Si on continue sur cette même logique, on allait simplifier même les Z3. Et à la fin, si vous faites donc une remarque, donc si on s'arrêtait ici, par exemple, pour U1, vous voyez bien qu'on va toujours simplifier le dernier terme. Donc, ce qui veut dire que on simplifie dans ce cas Zn. Si on s'arrête à Zn, on simplifie Zn. Si on s'arrêtait si on s'arrêté donc à ce terme, là, vous voyez bien qu'on va toujours simplifier Z2. On voit bien. On ne peut pas simplifier Zn plus 1 parce qu'on n'a pas continué. Donc, si on continue, on aura Zn plus 2 moins Zn plus 1. Et là, les Zn plus 1 vont se simplifier. Et dans ce cas, qu'est-ce qui va rester à Sn? On n'a pas simplifié Z0, on n'a pas simplifié Zn plus 1. Là, vous avez Zn plus 1 moins Z0. Donc, c'est ça. Zn plus 1 moins Z0. Donc, c'est ça qu'on a trouvé pour... Oh, je me suis trompé. Hein. Ici, on devrait s'arrêter parce que c'est jusqu'à UN moins 1. On devrait s'arrêter à UN moins 1. Donc, c'est Zn moins 1. Donc, ici, on doit s'arrêter à Zn moins 1. Et dans ce cas, c'est ça qu'on doit simplifier. Et ça va rester que Zn moins Z0. Donc, voici donc la relation. Donc, vous avez Sn égale Zn moins Z0 qui est égal à 0. Z0, c'est égal à 0. Donc, pas la peine de l'écrire. On a exprimé Sn en fonction de Zn. La question suivante, en déduire que Zn égale à moins 1 plus 1 plus I Zn. C'est ça qu'on demande de trouver. Que Zn égale ça. Oh, c'est pas grave. Zn égale Sn comme Zn égale Sn qui est égal à la forme qu'on avait trouvée ici. C'est ça qu'on avait trouvé, hein, qui est égal à I facteur de 1 moins A à la puissance N. 1 moins A
à la puissance n sur 1 plus a. Bon, on continue dans ce cas. Zn égale i. Et là, je dois remplacer a. Facteur de 1 moins, je remplace a. En remplaçant a, c'est moins 1 moins i. Le tout à la puissance n. Bon, moins a, c'est 1 plus i. Hein? A seulement, c'est 1 moins 1 moins i. On doit diviser par 1 plus a, c'est 1 moins i, moins 1 moins i. Et en simplifiant, on trouve Zn égale i facteur de 1 moins 1 plus i, le tout à la puissance n, divisé par moins i. Et en simplifiant, on trouve finalement Zn égale moins 1 plus, bon, j'amène le signe moins au numérateur. Donc, c'est ça qu'on trouve pour Zn. C'est ça. Et déterminer le module et l'argument de A. La question 4. La question 4. Déterminons, déterminons, déterminons le module et l'argument de Z. Le module et l'argument de A. Bon, pour A, bon, je pense que vous pouvez calculer le module. Hein? Le module de A égale module de moins 1 moins I. Je pense que tout le monde peut calculer le module. C'est racine de 2. Et l'argument de A, c'est en fait, bon, on calcule le cos de θ et le sinus de θ. Le cos θ, c'est la partie réelle sur le module, c'est moins racine carrée de 2 sur 2. Normalement, c'est moins 1 sur racine de 2. Si on rend rationnel, on trouve moins racine de 2 sur 2. Donc ici, le cosinus est négatif, le sinus est négatif. L'angle, c'est pi plus alpha, pi plus pi sur 4, qui donne 5 pi sur 4 modulo 2 pi. Donc c'est ça l'argument de A. L'argument de A égale 5 pi sur 4 modulo 2 pi. Et donner la forme algébrique de Z à la puissance 19. Donner la forme algébrique de Z à la puissance 19. Donc, pour donner la forme algébrique de Z à la puissance 19, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit prendre Z, l'exprimer sous sa forme trigonométrique, parce que pour développer à la puissance de 2019, c'est pas agréable à développer quand même à la puissance 2019. Donc, très souvent, lorsqu'on vous donne un nombre complexe et on demande de développer à la puissance d'un nombre très élevé, je vous conseille de passer par moivre. Vous exprimez le nombre complexe sous sa forme trigonométrique. Ensuite, vous appliquez l'exposant tout simplement. Vous appliquez donc, vous appliquez l'exposant. Parce que moivre dit quoi? Rappel, moivre dit que lorsque vous avez cosinus de θ plus i sinus de θ à la puissance n, ici, ceci est égal à cosinus de nθ plus i sinus de nθ. Donc ici, on doit prendre l'expression de Zn, l'exprimer donner et donc exprimer sa forme trigonométrique, puis puis calculer à la puissance quelque chose. C'est ce qu'il faut faire. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, ici, Z à la puissance 19. Z à la puissance 19. Dans ce cas, je mets moins 1. Je suis champion. Ce n'est pas Z à la puissance 19, mais c'est Z19. Bon, comme c'est Zn qui est égal à moins 1 plus 1 plus i à la puissance n, dans ce cas, Z19 serait moins 1 plus i à la puissance 19. Donc, vous voyez bien. Donc, c'est ça qu'on a.
Donc ici, 1 plus i, pour développer 1 plus i à la puissance 19, je peux ramener ça à sa forme trigonométrique pour appliquer moivre. Donc je vais mettre moins 1. Et ici, la forme trigonométrique, puisque le module avec ici, le module de 1 plus i égale à racine carrée de 2. Et argument de 1 plus i égale pi sur 4. Si vous calculez bien. Donc ici, la forme trigonométrique serait le module cos de pi sur 4 plus i sinus pi sur 4, le tout à la puissance 19. Donc c'est à partir de là qu'on va appliquer moivre Z19 égale moins 1. Donc ici, pour appliquer moivre, pour le module, je dois élever à la puissance 19. Et pour cosinus et sinus, je dois mettre cosinus 19 pi sur 4 plus i sinus 19 pi sur 4. Donc, à partir de votre calculatrice, si vous mettez racine carrée de 2 à la puissance 19, racine carrée de 2 à la puissance 19, vous allez trouver donc des nombres qui ne sont pas vraiment. Donc, vous laissez comme ça dans ce cas, racine de 2, ou bien vous mettez racine de 2 à la puissance 19. Maintenant, pour cosinus de cos de 19 pi sur 4, on peut calculer ça à partir de la machine. Cos de 19 pi sur 4 égale euh, moins racine carrée de 2 sur 2. Automatiquement, ça donne la valeur. Sinus de 19 pi sur 4, si vous calculez aussi, sinus de 19 pi divisé par 4 égale racine carrée de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Et lorsqu'on développe ici, on trouve, lorsqu'on développe les racines carrées de 2, on va trouver racine carrée de 18. Racine carrée à la puissance 18 sur 2, moins racine carrée, là c'est moins racine carrée de 18, plus i racine carrée de 18. Et je pense qu'à partir de là, on peut calculer la racine carrée de 18. La racine carrée de 18 ici est égale à 2 à la puissance 9. Racine carrée de 18 égale 2 à la puissance 9. Et 2 à la puissance 9 égale, là on trouve moins 1, moins 512 plus 512i. Et finalement, Z de 19 égale moins 513 plus 512i. Donc, c'est ça, le résultat. Et la question suivante, encore une fois, on nous donne ici le plan rapporté d'un nombre complexe, etc. On désigne par A0 le point, etc., etc. Donc, ici, je vous donne seulement les transformations. Après, c'est vous qui... Donc, ici, A0 a pour affixe Z0. C'est-à-dire, ici, Z de A0, la question 5, hein? 5. A0, Z de A0 ici, est égal à 0. C'est l'affixe du point 0. Donc, ici, A1 a pour affixe Z de 1. Z de A1, dans ce cas, a pour affixe I. A2, Z de 2. Donc, Z de A2, dans ce cas, a pour affixe moins 3 plus I, comme ici. On va trouver Z de 2. Z de 2 égale moins 3 plus I. Oui, c'est moins 1 plus 2i, hein? Moins 2 plus 2i. Moins 1 plus 2i. C'est ça, Z de 2. Moins 1 plus 2i. La similitude qui transforme, donner les éléments de la similitude qui transforme A1 à A2 est
A0 à A1. S transforme A0 à A1 et A1 à A2. Cela veut dire quoi? L'image de A0 égale A1. C'est-à-dire ici S de A1 égale A1. S de A0 égale A1. Donc, cela veut dire que AZ de A1, A0, plus petit b égale Z de A1. Transforme A1 aussi en A2 veut dire que AZ de A1 plus petit b égale Z de A2. Donc, c'est ça. Vous avez un système, si vous faites 1 moins 2, si vous faites 1 moins 2, vous aurez A facteur de Z de A0 moins Z de A1 égale Z de A1 moins Z de A2. Et on trouvera finalement Z de A1 moins Z de A2 divisé par Z de A0 moins Z de A1. Et vous remplacez par les affixes. Z de A1, c'est I, moins Z de A2 qui est égal à moins 1 plus I, donc c'est moins 1 moins 2I, sur Z de A0 qui est égal à 0, moins Z de A1 qui est égal à moins I. Et finalement, on se retrouve avec 1 moins I divisé par moins I. Lorsqu'on rend réel, en multipliant par I partout, vous aurez ici 1 plus I. Donc, A est égal à 1 plus I. Petit A pour la similitude. Et pour trouver B, on remplace dans l'une des équations pour trouver B. Par exemple, si je prends cette équation AZ A0 plus petit b égale Z A1. Donc, ce qui donne petit b égale Z A1 moins AZ A0. En remplaçant maintenant, on trouve petit b égale Z A1, c'est I. Et ça, c'est 0. Dans ce cas, la similitude qu'on nous demande, c'est S Z' égale 1 plus I, Z plus I. Donc, voici la similitude. Donc, pour donner la nature et les éléments caractéristiques, on regarde bien A. A est un nombre complexe. Dans ce cas, on calcule le module. Si le module est égal à 1, c'est une rotation. Si le module est différent de 1, c'est une similitude plan direct. Donc ici, 1 plus I, qui est un nombre complexe, appartient à C et E. Module de 1 plus I qui est égal à racine carrée de 2, qui est différent de 1, alors S est une similitude plan direct de rapport. Le rapport est égal au module. Le rapport K égale à racine de 2 et d'angle θ qui est égal à argument de 1 plus I déjà calculé, c'était pi sur 4. Et de centre oméga, si vous voulez, qui est égal à B sur 1 moins A. B sur 1 moins A. C'est comme ça qu'on calcule le centre. Égal à I sur 1 moins 1 moins 1. Et là, on trouve moins 1. Donc, c'était ça pour l'exercice 1. Maintenant, on ouvre un peu les micros. Si vous avez des questions, très rapidement, dans 5 minutes, on passe à l'autre exercice pour bien gagner du temps. Si vous avez des questions à propos de ce qu'on a traité ici depuis le début,
Euh, on vous écoute. Levez la main si vous avez des questions. Mam Fatou Ndiaye. Mam Fatou, comment vous allez? Oui, Mam Fatou. Monsieur, Oui, ça va? ah bien. Oui, allez-y, En rapidement. en faisant le calcul de Z19, vous vous êtes trompé sur l'écriture. Ah bon, on va revoir cela dans ce cas. Z19, hein? Oui. Très bien. Z19. Oui, c'est quoi le problème avec Z19? Vous avez écrit racine de 18, I racine de 18. Or, c'est I racine de 2 à la puissance Oui, 18. oui, 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 oui. Vous avez raison. C'est I racine de 2 à la puissance 18, hein? C'est comme ça. Oui. Très bien. Donc, le résultat, ça reste comme ça. Ouais. Très bien. Merci beaucoup pour cette remarque. Et tu as d'autres questions? Non, merci. Tu as compris? Oui. Eh, c'est bien. Oui, on prend un autre. On prend un autre. Hadigna, Hadigna, ou bien Cheikh Touré, si vous voulez, Cheikh Touré, rapidement. Comme ça, Oui, on attaque le problème. oui, bonsoir. Oui, comment vous allez? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdulillah, allez-y. Concernant, bon, le Z19, Z19, oui. oui, après l'application de Moivre, Oui, après avoir appliqué Moivre ici, que des calculs, hein, j'ai développé. Lorsqu'on développe racine de 2 à la puissance 19 fois racine carrée de 2 sur 2, le ça donne cosinus, automatiquement racine de 2 à la puissance 18. Oui, le cosinus de 19 pi sur 4. oui. Je n'ai pas compris pourquoi ça a donné racine de 2 sur 2. Tu as une machine. Est-ce que Oui, tu as une machine? oui, Ah, il faut mettre ça donc, il faut calculer à partir de la machine, hein. Vous mettez cos 19 puis sur, comme on l'a écrit ici, hein. oui, Il faut saisir carrément cos. Il faut ramener donc la machine en radian d'abord, hein, puisqu'on a l'angle en radian. oui, Après, vous mettez cos 19 pi divisé par 4 égale, et ça vous donne la valeur racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2. Et si, pour savoir approcher, c'est 0,7, hein. Si ça vous donne 0,7, 0,7, je ne sais pas, 0,8, hein. Racine de 2 0,7. sur 2. C'est 0,7, hein. Oui, Si vous avez 0,7, il faut chercher que vous avez directement racine de 2 sur 2. D'accord, oui, oui, 0,70. oui, D'accord. oui, j'ai Ou bien vérifié, vous c'est bon. trouvez la mesure principale de 19 pi sur 4. La mesure principale, vous trouvez C'est plus, la mesure principale 19 pi sur 4. La mesure principale, normalement, doit donner 3 pi sur 4. La mesure principale, c'est 3 pi sur 4. Et cos de 3 pi sur 4, si vous calculez aussi, ça donne la même chose. oui. Tu as d'autres questions? Non, c'était ça, merci. Très bien, merci beaucoup. On prend quelqu'un d'autre. On prend quelqu'un d'autre. Ici, je ne vois pas beaucoup de... Ah, ça se voit que... Papa Ndiaye, Papa Ndiaye, allez-y. Papa Ndiaye, si vous n'avez plus de questions, donc baissez la main. Si vous Monsieur n'avez plus de Oumou, comment questions. on a fait pour avoir la racine de 2 à la puissance 10? Comment on a fait pour avoir moins racine de 2 sur 2? Non, racine de 2 à la puissance 18. Comment on a fait pour avoir racine de 2 à la puissance 18? Oui, Oui, maintenant, racine carrée de 2, vous me suivez? oui, Racine carrée de 2 à la puissance 19 oui, fois racine carrée de 2. Ça donne racine carrée oui, de 2 à la puissance 20, non? oui, Et maintenant, racine carrée de 2 à la puissance 20, c'est racine de 2 à la puissance 2 fois racine de 2 à la puissance 18. oui, Et racine de 2 à la puissance 2, c'est 2. Et on simplifie oui, automatiquement avec le 2 qui est au niveau du dénominateur. oui, oui, D'accord? d'accord. Oui, Même si vous mettez sur votre calculatrice, si vous avez la calculatrice Casio, si vous mettez directement racine de 2 à la puissance 19 fois racine de 2 sur 2, automatiquement vous aurez racine de 2 à la puissance 18. Vous aurez directement la valeur en 500, 512. Oui, c'est bon, papa? oui, oui. Très bien. Et on prend quelqu'un d'autre pour une dernière question.
Si vous n'avez plus de questions, baissez la main quand. Ndeye Souane, allez-y. Bonsoir, Ça va? ça va bien. Bon, Alhamdulillah. Machallah. Oui, J'aimerais que vous reveniez sur la question 3. Là, on a dit on déduit que Zn est égal à ça. on déduit que Zn égale à moins 1 plus I à la puissance n. Oui. Très bien. Maintenant, est-ce que tu as compris comment on a fait pour trouver Sn égale Zn? Ndeye, oui, tu peux ouvrir le micro. Oui. Tu as compris ça? Mhm. Dans ce qui veut dire que Zn est carrément égal à Sn. Donc, Mhm. n'oublie pas que Sn, on l'avait déjà trouvé. Sn, on avait appliqué la formule donc, de la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. C'est ça la formule. On a trouvé ça. N'est-ce Oui. pas? Mhm. Et rappelle-toi que A, la valeur de A, c'est moins 1, moins 1, moins I. Donc, comme que Sn égale Zn, Sn égale Zn, donc je remplace automatiquement par ce qu'on avait trouvé pour Sn. C'est ça l'expression qu'on avait trouvée ici. Donc, vous voyez bien. Oui. Ce qui suit, c'est qu'on a remplacé A par sa valeur. En remplaçant A par moins 1, moins I, on se retrouve avec 1 plus I, comme ici. Au dénominateur, en remplaçant A par moins 1, moins I, c'est ça. Et la simplification nous donne ça. D'accord? Ok. Oui, c'est bon. Merci. Khalifa Bey. Bey. Khalifa? Bah, ça va, monsieur. Oui. Bah, pour la dernière question. Pour la deuxième question, petit A, petit La B ou bien? dernière, la dernière. Oui? La dernière question, pour les éléments caractéristiques. Ah, la dernière question, pour les éléments caractéristiques. Oui, c'est quoi ta question pour ça? Bah, je pensais que par convention, Oui. euh, si on dit comme euh, S est une similitude collante directe de Oui. rapport, par exemple, le rapport K est d'angle pi sur 4 et de Oui. centre. Oui. Si, est-ce que c'est oméga, petit oméga, c'est l'axe du centre ou bien c'est oméga le centre? Oméga, c'est le centre, oui. Ah, voilà. Oméga, oui, on peut dire de centre oméga, on dit petit oméga, par exemple, on dit petit oméga, D'accord. on dit grand oméga, d'affixe petit oméga comme ça, d'accord? Comme ça D'accord, sera d'accord. le point, ce oméga-là sera le point, ce oméga-là sera l'affixe. C'est bon? Ah, ok. Hein, c'est bon. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Ok, de rien. Fatmata, bon, pour une dernière question, hein, Fatmata Sall, une dernière question. Comme ça, on ne va pas perdre beaucoup de temps. Allez, Bonsoir. oui, Oui, monsieur, la question 3. oui, Là, vous avez mis Zn en fonction de Sn en fonction de Zn. oui. Je n'ai pas compris ce que vous avez fait. Donc, vu qu'on ne doit pas appliquer une formule pour trouver Zn, donc Oui. j'ai fait que remplacer, puisque je dois trouver Zn, moi, je dois trouver Sn en fonction de Zn. Je dois faire le tout pour avoir Zn. Donc, à partir de cette relation, Un égale Zn plus 1 moins Zn, alors qu'ici, on m'a donné que des U, n'est-ce pas? Je Oui. peux remplacer les U ici. U0, par exemple, lorsqu'on doit calculer U0, à partir de cette expression, lorsqu'on doit calculer U0, ça devient quoi? C'est Z de 1 moins Z de 0 en remplaçant les N par 0. Mhm. C'est bon? Oui. Bon, c'est ce qu'on a fait U0, j'ai remplacé par Z de 1 moins Z de 0. Plus U1, je remplace encore. U1, lorsqu'on calcule U1 ici, on trouve Z de 2 moins Z de 1. C'est là. Etc. U2, c'est Z de 3 moins Z de 2. Donc, si on suit cette logique, on aura jusqu'à UN-1 qui va être Zn moins Zn moins 1. D'accord? D'accord.
Maintenant, regarde, on fait que des simplifications. Z1 moins Z1, ça saute. Z2 moins Z2, ça saute. Si on continue sur cette même logique, on va toujours simplifier des termes comme Z3 ici, etc., jusqu'à Zn moins 1. Et qu'est-ce qui va en rester ici? Ce Z0 moins Z0 et Zn. Or, Z0 déjà égale à 0. D'accord? Oui. Très bien. C'est bien. Alors, on continue avec le problème. Donc, ici, vous avez un problème qui parle donc de ln et de exponentielle. Hein. Donc, encore une fois, avant de commencer, je prends 5 minutes pour faire quelques rappels, surtout sur les notions de limites et limites usuelles. Il faut bien retenir même. Donc, ici, exercice 2, rappel encore sur les limites, parce que il faut essentiellement comprendre ou bien maîtriser toutes les limites usuelles. Donc, pour les fonctions ln, ce qu'il faut retenir sur les limites usuelles pour ln. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en plus infini, vous avez deux limites. Pour les ln, en plus infini, vous avez deux limites. L'une donne plus infini, l'autre donne 0. Donc, voici les deux limites. Limite en plus infini de ln de x. Ceci est égal à plus infini. Si c'est ln de x tout court, c'est plus infini. Mais l'autre donne 0. Limite en plus infini de ln de x sur x à la puissance un nombre positif. Ceci est égal à 0. Ici, alpha est un nombre positif. Donc, voyez bien, en plus infini, la première limite qui est ln de x seulement, c'est plus infini. Maintenant, si vous voyez ln de x sur un polynôme, en plus infini, ceci est égal à 0. Et en 0 aussi, lorsque x tend vers 0, vous avez deux limites. L'une donne moins l'infini, l'autre donne 0. Donc, la limite lorsque x tend vers 0, et ce 0, c'est 0 plus 1, de ln de x, cette limite égale moins l'infini, mais l'autre limite en 0 plus donne 0. Donc, ouais, en plus infini, si c'est accompagné par x à la puissance alpha, c'est 0. Si c'est ln seulement, c'est infini. Donc, 0 plus de x à la puissance alpha, un nombre positif, ln de x ici est égal à 0, toujours avec alpha positif. Maintenant, ça reste deux limites à parqueriser maintenant. Deux limites. Ces limites-là donnent toujours 1. Le résultat de ces limites donne toujours 1. Donc, quelles sont ces limites? C'est lorsqu'il tend vers 0 tout court, de ln de x plus 1 sur x. Ceci est égal à 1. L'autre limite, c'est lorsque x tend vers 1. Bon, en fait, en réalité, c'est la même limite. Ici, on n'a fait que un changement de variable pour trouver ça. X tend vers 1 de ln de x. À chaque fois, moi, je vais essayer de voir qu'est-ce qui annule le dénominateur. X tend vers 0, x seulement annule le dénominateur. Donc, au dénominateur, on doit mettre x. X tend vers 1, x moins 1 annule le dénominateur. Donc, ces deux résultats donnent toujours 1. Ces deux limites donnent toujours 1. Donc, voyez, ce qu'il faut maîtriser, tout ce qu'il faut maîtriser sur les limites des ln. Maintenant, limite usuelle pour exponentielle. Limite usuelle pour expo. Maintenant, pour les fonctions exponentielles, c'est tellement facile, c'est tellement, vraiment, c'est tellement facile à maîtriser. Pourquoi? Parce que tout ce qui est limite en plus infini, le résultat donne toujours plus infini. Tout ce qui est limite en moins l'infini, le résultat donne toujours 0. Donc, ça, c'est facile à maîtriser quand même. En plus infini, on aura toujours plus infini pour les limites usuelles. En moins l'infini, on aura toujours 0. Par contre, pour ln, en plus infini, ça, c'est plus infini, ça, c'est 0. En 0 plus pour ln, ça, c'est moins, ça, c'est 0. Mais pour exponentielle, en plus infini, on aura toujours plus infini. En moins l'infini, on aura toujours 0. Donc, ici, en plus infini, vous avez ça, x tend vers plus infini de expo de x, qui donne plus infini. Vous avez encore une autre limite en plus infini de expo de x sur x à la puissance n'importe quel réel positif. Ceci est égal à plus infini. En plus infini, on aura toujours plus infini. Maintenant, en moins l'infini,
limite x tend vers moins l'infini de expo de x, c'est toujours 0. Limite x tend vers moins l'infini de x à la puissance quelque chose exponentielle de x est égal à 0. Donc, vous voyez bien. Et ça reste une seule limite à maîtriser. C'est fini. C'est lorsque lorsque le résultat est égal à 1, comme avec les dernières limites donc des ln. Donc, une seule limite à maîtriser, c'est limite lorsque x tend vers 1 de expo de x moins 1 divisé par x. Cette limite égale à 1. Il faut, bon, c'est lorsqu'il tend vers 0, je me suis trompé. X tend vers 0, hein? De expo de x moins 1 sur x, cette limite est égale à 1. Donc, vous voyez bien. Donc, en plus infini, c'est toujours plus infini. En moins l'infini, c'est toujours 0. Mais en 0, de expo de x moins 1 sur x est égal à 1. Maintenant, encore une fois, lorsqu'on doit calculer une limite, ça peut être la dérivabilité. Donc, l'étude de la dérivabilité, vous aurez toujours besoin d'une limite usuelle pour débloquer votre situation, pour pouvoir lever l'indétermination. Parce que pour la dérivabilité, on ne peut pas directement trouver le résultat. On aura une FI, ensuite on trouve la limite en levant l'indétermination. Maintenant, pour lever l'indétermination, il faut obligatoirement maîtriser ces limites usuelles. Il faut avoir une limite usuelle, toujours. Maintenant, si vous n'avez pas expo de x, vous avez expo d'une autre fonction, posez un changement de variable. Parce que pour les limites usuelles, vous ne voyez que expo de x. Que expo de x. Donc, si vous n'avez pas expo de x, posez un changement de variable. Si vous n'avez pas ln de x, posez un changement de variable. Et le problème sera réglé. Maintenant, on y va pour maintenant le problème. Là aussi, on va essayer de faire vite. Corriger le maximum d'exercices. Comme ça, s'il reste 10 minutes, on va ouvrir le micro pour que vous puissiez donc poser des questions. Donc, le problème. La première, ici, on donne une fonction définie comme ça, f de x est définie telle que x plus 2 plus ln de la valeur absolue de x moins 1 divisé par x plus 1 lorsque x est strictement inférieur à 0. Et là, vous avez 2 plus exponentielle de x, exponentielle de moins x, si x supérieur ou égal à 0. Donc, vous voyez bien. Dans ce cas, on doit montrer que la première question, montrons que f est défini sur R. C'est-à-dire, on doit montrer que d de f égale R privé de moins 1. Donc, ici, on voit bien une fonction f1 existe. Ici, il y a une seule contrainte, c'est c'est LNA. Donc, ici, qu'est-ce qu'on doit poser? F existe lorsque, si et seulement si, x moins 1 divisé par x plus 1 différent de 0. Normalement, on devrait poser strictement positif, mais avec la valeur absolue, cette condition est toujours vérifiée. Donc, on continue avec le strictement positif, c'est-à-dire différent de 0. Strictement positif veut dire quoi? Ça doit être supérieur à 0. Ça ne peut pas être égal à 0. Comme que c'est toujours supérieur à 0, puisque c'est une valeur absolue, on doit continuer avec l'autre condition. Ça doit être différent de 0. Et lorsque vous avez un quotient qui doit être différent de 0, on pose le numérateur différent de 0 et le dénominateur aussi différent de 0. Et là, on trouve x différent de 1 et x différent de... Bon, le dénominateur, c'était x plus 1. X différent de moins 1. Et x appartient à l'intervalle moins l'infini, 0. La condition qui est là, si x est inférieur à 0. Dans ce cas, notre df1 serait cet intervalle privé de ses valeurs. Heureusement que l'intervalle 1 n'appartient pas à cet intervalle. On a ici moins 1. On prend seulement moins l'infini, 0, et privé de moins 1. On ne peut pas priver 1,
puisque 1 n'appartient pas à cet intervalle. On fait la même chose pour F2. F2 existe, quel que soit x appartient à R, puisque c'est une fonction exponentielle. La fonction exponentielle de U existe lorsque U existe. Ici, U, c'est moins x, donc x est défini sur R, appartient à R, et x appartient à 0 plus infini. Dans ce cas, automatiquement, df2 égale 0 plus infini. df, finalement, qui est égal à df1 union df2, qui est égal à moins l'infini 0 privé de moins 1, union 0 plus infini. Il y a une seule valeur interdite, c'est moins 1. Dans ce cas, df égale r privé de moins 1. Calculer les limites aux bornes du domaine de définition, préciser les asymptotes. Donc, très souvent, lorsque vous avez une fonction avec valeur absolue, pour être à l'aise sur l'étude de cette fonction, je vous conseille d'écrire la fonction sans valeur absolue. Pour étudier la fonction sans valeur absolue, on étudie le signe de ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue. Donc, écrivons f sans valeur absolue. Écrivons, parce que avant de commencer, pour le DDF, ce n'est pas un problème, mais pour les limites, ça peut jouer sur ça. Hein. Comme ça, on sera à l'aise sur quelle fonction utiliser lorsqu'on doit calculer une limite. D'accord? Écrivons f. Des fois, on peut le demander, des fois, on peut ne pas le demander. Maintenant, c'est à vous de l'écrire. Écrivons f sans valeur absolue. Écrivons f sans valeur absolue. Maintenant, pour écrire f sans valeur absolue, je dois étudier le signe du quotient. X plus 1 sur étudions le signe de x moins 1 sur x plus 1. Donc, on pose x moins 1 égale 0, x égale 1, x plus 1 différent de 0, x différent de moins 1. Moins l'infini, moins 1, x moins 1, x plus 1. Et là, vous avez le quotient d'abord. Le signe du quotient, il faut avoir carrément le signe du quotient pour pouvoir x moins 1 sur x plus 1. Pour pouvoir donc simplifier la valeur absolue de x moins 1 sur x plus 1. Donc, c'est ça. Donc, je pense que vous avez l'habitude de faire ces exercices pour étudier sans la valeur absolue. Donc, moins, moins, plus. Et là, vous avez moins, plus, plus. Le signe du quotient devient ici plus, moins, plus. Je fais ici... donc, comme on a ici un signe plus, la valeur absolue devient x moins 1 sur x plus 1. Et là, comme on a un signe moins, c'est moins x plus 1 sur x plus 1. Parce que des fois, vous avez un problème d'étude de signes. Hein. Si vous avez un signe moins, vous multipliez seulement le numérateur. Multipliez le moins par le numérateur, tout simplement. Vous laissez comme ça le dénominateur. D'accord. Au numérateur, c'était x moins 1. Moins fois x moins 1, c'est moins x plus 1. Ici, on peut ne pas continuer. Parce que ce qui nous intéresse, c'est seulement la partie 0 plus infini. Bon, je vais laisser comme ça. Et je place 0 ici. Tout ce qui reste, je peux barrer. Je peux réécrire maintenant la fonction f de x. Je peux dire que cette fonction, la fonction f de x, égale x plus 2 plus ln de. Je peux supprimer la valeur absolue en mettant x moins 1 sur x plus 1. Si, et je prends cet intervalle, là on a x moins 1 sur x plus 1, c'est l'intervalle moins l'infini, moins 1, ouvert, puisque c'était privé de moins 1. Je prends encore x plus 2 plus ln, je prends l'autre fonction, moins x plus 1, sur x plus 1, si x appartient à cet intervalle, moins 1, 0.
moins 1, 0. Et je prends la troisième fonction, 2 plus x exponentielle de moins x si x appartient à 0 plus infini. Donc, voici la fonction sans valeur absolue. Comme ça, lorsque je dois utiliser la limite, calculer la limite à moins l'infini, j'utilise la première fonction. Là, on a l'intervalle moins l'infini moins 1. J'utilise cette fonction pour calculer la limite en moins l'infini. Lorsque je dois calculer la limite en plus infini, j'utilise la troisième fonction. Lorsque je dois étudier la continuité en moins 1, ou bien la continuité ou bien la dérivabilité en 0, à gauche de 0, j'utilise la deuxième fonction. À droite de 0, j'utilise la troisième fonction. Donc, vous voyez bien. Pour calculer les limites, utilisez cette fonction. Pour autre question que des limites, utilisez cette fonction. Allez. Maintenant, calcul des limites aux bornes. Limite aux bornes de df. Donc, je calcule la limite en moins l'infini d'abord de f de x. Ceci revient à calculer la limite en moins l'infini de x plus 2 plus ln de x moins 1 sur x plus 1. Et attention, ici, on a la somme de deux fonctions. Je calcule la limite par somme. Donc, ici, limite x tend vers moins l'infini de x plus 2, c'est moins l'infini. Limite x tend vers moins l'infini de ln de x moins 1 sur x plus 2. Je peux calculer ça par composé en calculant d'abord ce qui est à l'intérieur en moins l'infini. Bon, rapport des monomes qui donne 1. Et je mets limite lorsque x tend vers 1 de ln de x. En remplaçant, on trouve 0. Par composé, limite x tend vers moins l'infini de ln de x moins 1 sur x plus 1 égale 0. Par somme, limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, la somme devient moins l'infini plus 0 qui donne moins l'infini. Donc, c'est ça. Donc, c'est comme ça qu'on calcule la limite en moins l'infini. Maintenant, limite en plus infini, j'utilise la troisième fonction. Hein. J'utilise cette fonction. Là, on a plus infini. Limite, lorsque x tend vers plus infini, de 2 plus x exponentielle de moins x. Comme ce que je vous disais, hein, si on n'a pas expo de x, là, vous voyez bien qu'on a expo de moins x. Je peux poser un changement de variable pour ne pas me perturber. Je vais dire, posons grand x égale moins x. Je pose ce qui représente l'exposant tout simplement. Grand x égale moins x. Dans ce cas, on va essayer de trouver la limite de petit x. Si petit x tend vers moins l'infini, grand x tend vers plus infini. Et ce qui revient à faire limite lorsque grand x tend vers plus infini de 2. Bon, en même temps, petit x doit être égal à moins grand x. Je remplace ce petit x par moins grand x. Et c'est fini. Lorsque je calcule la limite par produit, lim, lorsque grand x tend vers plus infini de 2 moins x, cette limite égale moins l'infini. Limite, lorsque grand x tend vers plus infini de expo de x, cette limite égale plus infini. En exponentielle, plus infini, c'est toujours plus infini. Si, par exemple, à partir de là, vous avez une forme indéterminée, dans ce cas, vous développez, c'est fini. Heureusement que par produit, on a moins l'infini fois plus infini que donne moins l'infini. Le produit de infini donne infini. Par produit, la limite lorsque x tend vers. Bon, je suis trompé, hein. Ça, c'est petit x tend vers plus infini. C'est grand x qui doit tendre vers moins l'infini. Ah oui.
petit x tend vers plus infini, grand x tend vers moins l'infini. Et là, on voit bien que ici, ça donne plus infini, ici, ça donne 0. Là, on a plus infini. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire ici, on recommence. Je suis trompé. Donc, on a cette limite. Hein. On posons grand x égale moins x. Et lorsqu'on pose un changement de variable, il y a deux choses à faire. Trouver la limite de petit x et trouver petit x en fonction de grand x. Si petit x tend vers moins l'infini, grand x va tendre vers plus infini. On calcule tout simplement la limite lorsque x tend vers moins l'infini. De moins x qui donne plus infini. Et deuxième chose à faire, petit x en fonction de grand x, on aura ça. Et ce qui nous donne limite lorsque grand x tend vers moins l'infini de 2 et je remplace le petit x par moins grand x exponentielle de grand x. Donc, vous voyez bien. Et là, lorsque je calcule la limite par composé, par produit, vu qu'on aura une FI, parce qu'en calculant la limite de ce qui est à l'intérieur, vous aurez plus infini. Et exponentielle seulement en moins l'infini, c'est 0. C'est une FI. On n'a pas besoin de calculer de détails alors. Dans ce cas, je développe pour retrouver donc d'autres limites usuelles. Donc, ce qui va faire limite en plus en moins l'infini. Lorsqu'on développe, vous aurez 2 expo de x moins exponentielle de moins x exponentielle de x. Et là, en calculant la limite par somme, parce que par produit, on risque de trouver une FI. En moins l'infini, ne vous fatiguez pas, c'est toujours 0 pour les exponentielles. Donc, ce sont deux limites usuelles qu'on a ici. Donc, par somme, la limite lorsque petit x tend vers f de x, ceci est égal à 0. Donc, ça reste la limite en moins 1. En moins 1 moins, en moins 1 plus. N'oubliez pas, en moins 1 moins, j'utilise cette fonction. En moins 1 plus, j'utilise la deuxième fonction. En moins 1 moins, moins 1 plus. Et ce qu'on a privé pour des rêves, lorsqu'on calcule la limite, on doit toujours infini. On doit toujours trouver infini. Limite x tend vers moins 1 moins de f de x égale limite lorsque x tend vers moins 1 moins de x plus 2 plus ln2. Bon, en moins 1 moins, c'est la première fonction. Hein. La première fonction, c'est x moins 1 sur x plus 1. De x moins 1 sur x plus 1. Là aussi, je peux calculer séparément les limites. Limite lorsque x tend vers moins 1, moins de x plus 2, je remplace par moins 1 pour trouver 1. Et limite lorsque x tend vers moins 1 moins de ln de x moins 1 sur x plus 1. Je fais ça par composer. Limite lorsque x tend vers moins 1 moins de x moins 1 sur x plus 1. Au numérateur, vous aurez moins 2. Au dénominateur, vous aurez 0 moins. Parce qu'en moins 1 moins, le dénominateur tend vers 0 moins. Et là, on trouve plus infini. À l'intérieur de la fonction ln, on ne peut pas trouver moins l'infini. C'est toujours plus infini. Et vous aurez limite lorsque x tend vers plus infini de ln de x qui tend vers plus infini. Donc, par composer seulement, par composer limite lorsque x tend vers moins 1 moins de ln de x moins 1 sur x plus 1, ceci égale plus infini. Et par somme, par somme, limite lorsque x tend vers moins 1 moins
de f de x, ceci est égal à, par somme, on a ici 1 plus infini, plus infini. Très bien. En moins 1 plus, limite lorsque x tend vers moins 1 plus de f de x. Ceci est égal à limite lorsque x tend vers moins 1 plus de x moins x plus 2 plus ln de moins x plus 1 sur x plus 1. Comme d'habitude, et je pense qu'on aura la même chose, c'est plus infini par analogie. Par analogie. Donc, c'est plus infini, on n'a pas besoin de perdre du temps pour ça. En moins 1 plus, parce que c'est la même démarche, hein, de f de x égale encore plus infini, parce que pour ln, on aura plus infini. Donc, très bien. Et on continue. On doit préciser les asymptotes. Ici, puisque limite en moins 1, précisons les asymptotes. On précise les asymptotes. Les asymptotes. On précise les asymptotes. Comme limite, lorsque x tend vers moins 1 de f de x égale plus infini, alors on peut dire que la droite y x égale moins 1 est une asymptote verticale. Est une asymptote verticale. ACF. Oui, c'est ça. Et, on a d'autres limites aussi, comme aussi limite lorsque x tend vers en plus infini, on a trouvé 0, hein? Plus infini de f de x égale 0. Alors, la droite y égale 0, je pense que vous l'avez compris, est une asymptote horizontale. La CF en plus infini. Donc, c'est ça pour les asymptotes. La question suivante, on demande de calculer. Bon, ici, préciser les asymptotes parallèles aux axes. On sait qu'une asymptote verticale est parallèle à l'axe des ordonnées, asymptote horizontale. Donc, ici, on parle de l'asymptote horizontale et verticale, tout simplement. Calculons la limite en moins l'infini de ça, de x moins 1, etc. Donc, calculons le petit b1. Calculons limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x plus moins f de x moins x plus 2. Attention, en moins l'infini, on doit utiliser quelle fonction? C'est toujours la première fonction. N'oubliez pas qu'on avait déjà simplifié en écrivant sans valeur absolue. Donc, en moins f de x, j'utilise cette fonction, c'est x plus 2, plus etc., etc. Donc, c'est ça. Donc, je dois mettre limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de x plus 2 plus ln de x moins 1 sur x plus 1. Tellement facile. Moins ça. Et là, on simplifie. Qu'est-ce qui va rester? Limite lorsque x tend vers moins l'infini de ln de x moins 1 sur x plus 1. Et ceci, on calcule ça par composé. X tend vers moins l'infini de x moins 1 sur x plus 1. En prenant le rapport des monomes, c'est 1. Et limite lorsque x tend vers 1 de ln de x égale 0. Ce qui veut dire, là pour l'interprétation, bon, ce qui veut dire limite x tend vers moins l'infini de f de x
moins x plus 2 égale 0. Donc, lorsqu'on a ces résultats, on sait bien que l'application affine représentera une asymptote oblique. C'est ça qu'on doit interpréter. Donc, ici, pour l'interprétation, on va dire quoi? Comme limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de f de x moins x plus 2, ceci est égal à 0, on va dire alors y égale x plus 2 est une asymptote oblique ACF. Est une alors y égale x plus 2 est une asymptote oblique ACF en moins l'infini. Donc, c'est ça. Et maintenant, pour la continuité, la question 3A, ici, il nous reste maximum 15 minutes. Après, vous pouvez donc poser vos questions. Comme ça, on va traiter la partie dérivabilité, continuité et dérivabilité. Hein. Donc, la question 3A, étudions la continuité de f en 0. La continuité de f en 0. Maintenant, pour étudier la continuité de f en 0, j'utilise la continuité à gauche et à droite. Donc, ici, lim, lorsque x tend vers 0 moins de f de x. En 0 moins, comme d'habitude, regardez la fonction définie en 0 moins, c'est cette fonction. Vous voyez bien. Donc, j'utilise la fonction qui est là. Donc, c'est limite lorsque x tend vers 0 moins de x plus 2 plus ln2 moins x plus 1 sur x plus 1. Je calcule toujours la limite par somme. Il faut bien organiser les calculs encore une fois. Lorsqu'on calcule une limite, on ne peut pas directement mettre le résultat. Bon, si c'est par produit, on fait par produit. Par somme, on fait par somme. Donc ici, je calcule d'abord séparément x tend vers 0 moins de x plus 2 divisé par ce qui donne moins x plus 1, ce qui donne 1. Et l'autre, x tend vers 0 moins de ln2 moins x plus 1 sur x plus 1. Comme d'habitude, ici par composé, x tend vers 0 moins, de moins x plus 1 sur x plus 1. En remplaçant, on trouve 1. Et je fais limite x tend vers 1 de ln de x égale à 0. Par composé, limite lorsque x tend vers 0, 0 moins, oui, de ln2 moins x plus 1 sur x plus 1, ceci égale 0. Et par somme, limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x égale à 1. 1 plus 0 égale à 1. Et c'est ça. Maintenant, pour la continuité à droite, lim x tend vers 0 plus, là, on utilise ça. Bon, si ce n'est pas compliqué, on calcule séparément et on fait par produit. 0 plus de 2 plus x égale à 2. Limite x tend vers 0 plus de exponentielle de moins x. Si on remplace, c'est ça. Et par produit, limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x, ceci est égal à 2. Ceci est égal à 2. Bon, ici, je me suis trompé. Ça, c'était 2. Et comme limite, lorsque x tend vers 0 moins de f de x,
égale limite lorsque x tend vers 0 plus df de x qui est égal à f de 0, alors f est continu en 0. Alors, f est continu en 0. Donc, pour la question petit b, démontrons que limite lorsque x tend vers 0 de x fois de moins x moins 1 sur x égale à moins 1. Et aussi, limite lorsque x tend vers 1, 0 de ln de 1 moins x sur x égale à moins 1. N'oubliez pas que je vous avais donné des limites usuelles sur ln et expo. Des limites usuelles sur ln et expo. Je vais mettre ça à côté pour vous mettre à l'aise. Bon, c'est bon. Je dois ramener ça ici. Regardez bien. Donc, c'est ça qu'on a. Si on n'a pas ln de x plus 1 ou bien ln de x ou bien exponentielle de x pour les expos, on pose un changement de variable tout simplement. D'abord, pour ça, pour la première démonstration, pour exponentielle de moins x, limite, lorsque x tend vers 0, de exponentielle de moins x moins 1 sur x, comme on n'a pas exponentielle de x, vous posez un changement de variable. Donc, posons grand x égale moins x. Si petit x tend vers 0, il n'y a pas de problème. Grand x aussi tend vers 0. Et vous aurez petit x aussi qui est égal à moins grand x. Parce qu'ici, notre objectif, c'est de trouver la limite usuelle. Hein? Et maintenant, lorsqu'on doit mettre grand x tend vers 0, je dois mettre ici exponentielle de grand x moins 1. Là, je remplace petit x par moins grand x. Essayez d'arranger un peu les choses. Ceci est égal à limite lorsque grand x tend vers 0. Ils amènent ici le moins pour avoir exponentielle de x moins 1 sur x. Comme ceci, c'est une limite usuelle qui est égale à moins 1. Or, limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 seulement, ceci seulement est égal à 1. Donc, on peut dire que limite lorsque grand x tend vers 0 de moins exponentielle de moins 1 sur x égale moins 1. Alors, limite x tend vers 0 de exponentielle de moins x moins 1 sur x égale à moins 1. C'est ça. Et pour ln, pour l'autre limite aussi, limite lorsque x tend vers 0 de ln2, qu'est-ce qu'on a mis? 1 moins x sur x. Là aussi, on pose un changement de variable. Posons grand x égale ce qui est à l'intérieur de ln. Je peux poser tout ça égale grand x. Si petit x tend vers 0, vous voyez bien que grand x tend vers 1. Grand x tend vers 1. Et en même temps, petit x doit être égal à 1 moins grand x. Donc, on revient en mettant lorsque grand x tend vers 1, de ln de grand x sur, je remplace x par 1 moins grand x. Nous, ce qui nous arrange, c'est ln de x sur x moins 1. En factorisant par moins, vous aurez limite grand x tend vers 1 de ln de x sur, en factorisant par moins, vous aurez ça. Limite, lorsque grand x tend vers 1, de moins, j'amène le moins au numérateur. Ceci est égal à moins 1. D'où limite, lorsque x tend vers 0, de ln de 1 moins x sur x égale à moins 1.
Donc, c'est ça. Et maintenant, on nous demande d'étudier la dérivabilité de f en 0, à gauche et à droite de 0. F est-elle dérivable? Étudions la dérivabilité de f en 0. Petit c, hein? Étudions la dérivabilité de f en 0. Étudions la dérivabilité de f en 0. Limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc, lorsqu'on étudie la dérivabilité, après, vous pouvez poser vos questions. On va essayer de calculer ça. F de x moins f de 0 sur x moins 0. En 0 moins, n'oubliez pas qu'on doit prendre la deuxième fonction. La deuxième fonction, d'accord? Donc, ici, on va mettre limite lorsque x tend vers 0. La deuxième fonction, c'était x plus 2 plus ln2. Et là, vous avez moins x plus 1 sur x plus 1. Moins f de 0. F de 0, c'était 2 sur x moins 0. Donc, ce qui donne ici, c'est x sur x. On peut séparer ça en mettant ln de moins x. Bon, je peux mettre 1 moins x au lieu de moins x. X plus 1 sur x. Maintenant, pour ln, bon, ici, c'est 1. Hein? Donc, ça, c'est toujours limite lorsque x tend vers 0. Limite lorsque x tend vers 0. Là, c'est 1. Plus, ici, je peux appliquer la propriété sur ln de a sur b. Ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Ln de a, c'est ln de 1 moins x. Ln de x plus 1. Et là, je peux mettre ici le dénominateur, là aussi le dénominateur. Heureusement qu'on avait déjà démontré que ça, c'est égal à moins 1. Ça, c'est égal à moins 1. Ça, c'est une limite usuelle, c'est égal à 1. Et là, on trouve ça. La somme donne, alors, limite lorsque x tend vers 0, moins de f de x, moins f de 0, sur x moins 0, ceci est égal à 1. La somme. On peut dire alors, f est dérivable à gauche de 0. Maintenant, pour la à droite, limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc, c'est 2 plus x exponentielle de moins x moins 2, le tout divisé par x. Là aussi, je dois chercher une limite usuelle, sinon, ça ne sera pas vraiment. Là, on développe maintenant avoir limite lorsque x tend vers 0. Lorsque x tend vers 0, de 2 exponentielle de moins x plus x exponentielle de moins x moins 2, le tout sur x. Maintenant, limite lorsque x tend vers 0, de 2 exponentielle de moins x moins 2 plus x exponentielle de x. Là, je peux diviser par x. Là aussi par x. Donc, si vous remarquez bien, en factorisant par 2 ici au numérateur, vous aurez, et là, en simplifiant, résultat final, ça, c'est une limite usuelle. Bon, on l'avait déjà trouvé. Qu'on avait déjà trouvé, c'était moins 1. Donc, ce qui donne ici, moins 1 fois 2, c'est moins 2. Là, c'est 0, 0 exposé 0, c'est 1. La somme donne, donc, ici, on peut dire que limite x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale à moins 1. Alors, f est dérivable à droite de 0. Donc, conclusion générale, comme f' à gauche de 0,
différent de f' à droite de 0, alors finalement f n'est pas dérivable en 0. Ah oui, c'est ça. Donc, si vous avez des questions, je pense qu'il ne nous reste que 5 minutes. L'essentiel, c'était de faire jusqu'à la partie dérivabilité. Parce que c'est ça qui vous pose problème le plus souvent. Comment étudier la dérivabilité, comment calculer la limite. Oui, Day Souane, allez-y. Monsieur, Oui, pour la dérivabilité en 0 moins, c'est pas moins oui. 1 au lieu de 1. Est-ce que c'est pas moins 1 au lieu de 1? Oui, Pourquoi? Parce que ici, c'est moins 1, non? regardez. Moins 1, ici, c'est plus 1. Là aussi, bon, oui, vous avez raison. Là, c'est moins. Dérivable. Donc, finalement, on trouve moins 1. Très bien. Merci beaucoup. Et il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, Serre Touré, allez-y. Serre Touré, est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Allez-y. Donc, on peut dire que f est dérivable en 0, puisque là-bas c'est moins 1 et en haut c'est moins 1. Ah oui, très bien. On a trouvé partout moins 1. Donc, f est dérivable en 0. Oui, Très bien. oui. Donc, dérivabilité à gauche égale dérivabilité à droite. Alors, f est dérivable à 0, en 0. Très bien, c'est ça. Oui, Monsieur, oui. concernant le premier exercice, je veux capter d'écran de la dernière question. Bon, maintenant, est-ce que tu peux trouver toute la connexion sur la plateforme Takana, hein, en vidéo, ça. Donc, Peut-être. pas vous fatiguer. Bon, de toute façon, je vais faire ça. Oui, pour les autres, il y a quelqu'un d'autre pour la. Bon, Oui, c'est nous, vas-y. Oui, pour la première, pour l'exercice 1, vas-y rapidement. la dernière question. La dernière question, hein, de Oui, l'exercice 1. oui. Je pense que c'est ça, hein. Question 5, oui, c'est ici. Ok, c'est ici. C'est bon. C'est bon, hein? Oui, vas-y, où c'est nous? Oui, oui. Pour C'est la nous, Diop. question 3B. Oui. Si, je dis. Pour la question 3B. Pour la question 3B, démontrer que les limites qui sont là. Oui. On peut passer par tout pour le démontrer. Est-ce que On peut passer par tout, tout. taux de variation? Non, tout. Oui, Pour c'est le taux de démontrer par la variation. dérivabilité. En posant que, Oui, mais c'est le exemple, taux de H de variation. X. Allô? Bon, je vous conseille d'éviter ces genres de méthodes, hein, parce que ça s'applique, on l'utilise à l'université, mais je pense, je ne sais pas si certains profs vont tolérer ça, mais si vous passez par taux aussi, c'est valable, normalement. Ah oui, Ok, merci. par la dérivabilité, quoi. Oui, oui. Ah oui. Habib, lis. Habib, Oui, bonjour, monsieur. bonjour, oui. Monsieur, on peut avoir la correction intégrale par PDF. Par PDF, oui. Après, vous aurez, de toute façon, après, vous aurez tout ce qu'on a fait ici. Vous aurez l'intégralement la correction en PDF. D'accord. Pour l'instant, on n'a pas encore envoyé la correction. De toute façon, vous avez la correction ici en format vidéo, hein, sur la plateforme Takana Academy. Mais vous aurez en même temps la correction sous format PDF. D'accord. Oui, Très mais bien. est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut Est-ce l'avoir que, est-ce qu'on est-ce peut que, avoir la correction en entier? oui, bien sûr que oui, sous format PDF, Oui. bien sûr. Vous aurez ça, Inch'Allah. Il y a des questions?
Il y a d'autres questions? Allez. Maintenant, l'exercice 2, essayez de faire ça. C'est un exercice de statistique. Donnez, par exemple, pour la première question, on demande de donner les séries marginales de X et Y. Je pense que vous pouvez le faire quand même. Ce que je dois vous expliquer, c'est seulement la partie probabilité. Par exemple, ici, on donne des événements. Le bébé choisi pèse 3,2 kg. B, le bébé choisi a une maman de 22 ans. A, le bébé choisi pèse 2,8 kg. Lorsqu'on vous demande de déterminer les probabilités de ces événements, déterminer P de A. La probabilité de choisir un bébé qui pèse 2,3 kg. Regardez, les kilogrammes, c'est pour X. Hein? X, c'est l'âge de la mère. Y, c'est le poids du nouveau-né. Donc, on va essayer de voir le bébé qui pèse 3, le bébé choisi pèse 3,2 kg. Les bébés qui pèsent 3,2 kg. 3,2 kg. Ils sont au nombre de combien, les bébés? Ils sont au nombre de 7. Regarde, 3,2 kg. Voici les bébés. 3 plus 1 plus 0 plus 0 plus 0. Oui, ils sont au nombre de 4. La probabilité dans ce cas, ça sera le nombre de bébés qui pèsent 3,4 kg, c'est le nombre de bébés total. Ici, le nombre de bébés total, c'est 20. Donc, la probabilité, c'est 4 sur 20. Donc, vous voyez bien. Pour la probabilité de B, choisir un bébé qui a une maman de 22 ans. Donc, ici, voici l'âge de leur mère. Les bébés qui ont eu une maman, oui, une mère de 22 ans, ils sont au nombre de combien? 3 plus 2 plus 1. Ils sont au nombre de 6. Donc, la probabilité de B, c'est 6 divisé par 20. C'est le nombre de bébés sur le nombre de bébés au total. Donc, vous voyez bien. Le bébé choisi. Donc, oui, maintenant, P de A inter B. A inter B, c'est avoir un bébé qui pèse 3,2 kg et qui a une maman de 22 ans. Une maman de 22 ans, c'est là. Le bébé qui pèse 3,2, c'est là. Donc, ils sont au nombre de, il n'y a qu'un seul bébé qui pèse 3,2 kg et qui a une maman de 22 ans. Dans ce cas, la probabilité, c'est 1 divisé par 20. Donc, vous voyez bien. C'est ça, la probabilité de A, la probabilité de B, la probabilité de l'intersection. Maintenant, comment dire, donc je disais quoi? L'exercice 3, rapidement, dans P de A, exo 3. Prenez note comme ça. P de A, c'est tout simplement 4 divisé par 20, soit 1/5. Donc, vous voyez bien, P de B qui est égal à 6 divisé par 20, soit 1 sur 5. C'est 1 sur, en divisant par 6. Non, c'est pas ça. En divisant par 2, c'est 3 dixièmes. P de A inter B, c'est 1 sur 20. Maintenant, on demande de calculer P de A union B. La formule, c'est P de A union B qui est égal à P de A plus P de B. C'est ça la formule, moins P de A inter B. On a trouvé P de A qui est égal à 1/5. P de B qui est égal à 3 dixièmes. La probabilité de l'intersection, c'est ça. Et le calcul donne, ça c'est 4 plus 6. 4 plus 6 égale 10. 10 moins 1 égale 9. 9 vingtièmes. Non, 4 plus 6, oui. Donc, la probabilité de l'intersection, c'est ça. Maintenant, P de C, sachant B bar. P de C, sachant B bar. Est tout simplement égal à P de C inter B bar divisé par P de B bar. P de B bar, c'est 1 moins P de B. Or, P de B bar égale 1 moins P de B. Et vous calculez, etc., etc. Bon, il est l'heure.
débrouillez-vous donc avec les autres questions, statistiques et tout. Donc, on a fait de notre mieux pour gérer le temps et préparer les exercices pour... Oui, Mamdiara Jong. Mamdiara? Mamdiara? Oui, c'est bon. Donc, je pense qu'on a fait de notre mieux pour gérer le temps et tout. Bonsoir. Donc, oui, ça va? Je voudrais savoir comment vous avez fait pour le P de A inter B. P de A inter B, c'est intersection C et A, c'est avoir un bébé Vous qui avez pèse eu, 3,2 et qui a une maman qui a 22 ans. oui, Donc, maman de 22 ans, voici les bébés qui ont une maman de 22 ans. On va identifier parmi ceux qui ont eu une maman de 22 ans, ceux qui pèsent 3,2. 3,2, ça est là. Je prends l'intersection de 3,2 et 22, tout simplement. C'est 1. Vous voyez bien, le nombre de oui. bébés, c'est 1. Je pensais qu'on devait faire P de A fois P de B. P de A fois P de B. Bon, Ok, on ne sait pas merci. si A et B sont indépendants ou pas. Si A et B étaient indépendants, on met P de A fois P de B, Ok. d'accord? C'est bon? Mais A et B ne sont pas Mhm. indépendants. Ok, Donc, c'est ça. merci. De rien. Donc, c'est ça. Et vu que c'est l'approche donc de l'examen, vraiment, le bac ne demande pas la perfection, il demande seulement la régularité, de l'effort et un peu de confiance, encore une fois. Comme vous venez de faire ça avec M. Jack, donc fais-toi un peu de planning de révision, mais garde le réaliste. Mieux vaut réviser un peu chaque jour que de vouloir tout faire d'un coup. Vous voyez bien. Donc, il faut bien manger, bien dormir, bouger un peu chaque jour. Tu n'as pas besoin de te priver, mais de t'écouter. Le sommeil est toujours meilleur pour vous. Ce que font les autres n'a rien à voir avec ton chemin. Tu avances à ton rythme. Et c'est très bien comme ça aussi. Quand tu sens la panique monter, faites une pause, inspire profondément pendant quelques secondes, retiens ton souffle, etc. Ne laissez pas donc le stress vous envahir. Donc, prenez votre temps pour bien réfléchir, lire les consignes, commencez par ce que tu sais et surtout, fais confiance à tout ce que tu sais déjà appris. Vous voyez bien? Donc, ici, c'est le bac, hein, c'est le bac. On ne donne pas des choses, on ne donne pas des épreuves pour des extraterrestres. On donne des épreuves que pour des élèves moyens. Si tu as le niveau, seulement le niveau, tu peux t'en sortir. Il faut se concentrer pour ce qui laisse. Donc, faites. Il ne faut pas faire excès d'exercice quand même. Hein. Il ne faut pas se fatiguer pour des choses dont vous ne pouvez pas faire. D'accord? Restez tranquille, pas de pression, pas de stress. Donc, le jour J, Inch'Allah, vous verrez que ça sera très facile. Hmm? Ça ne va pas être quelque chose de diable quand même. C'est bon, gérez votre stress et confiance en vous. Hein? Et tout ira, Inch'Allah, à merveille. On vous souhaite donc une bonne continuation. Et le jour J, vous verrez, vous allez vous en sortir avec de très bonnes mentions. Même, j'ai confiance en vous. Donc, ici, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, avec toujours les exercices de révision et préparer à l'avance aussi les, euh, les exercices qu'on vous a déjà envoyés sur la plateforme Takana. Préparez-vous pour mieux, encore une fois, poser vos questions, identifier vos lacunes et on va faire de notre mieux pour vous aider. On est toujours là pour vous. Ne vous inquiétez pas. Allez, bye bye, je vous remercie. OK, je vois les commentaires. Oui, merci beaucoup, vraiment. Merci de rien. On est là pour vous quand même. Si on a des problèmes à pouvoir le corriger sur la plateforme, mais oui, vous aurez la correction, ne vous inquiétez pas. OK. Donc, allez, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci.